Vivre la nature en ville, une expérience à la portée de tous. Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien? Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons des multiples façons de vivre la nature en ville. Comment profiter d'une agriculture urbaine diversifiée et de l'engouement des citoyens pour un jardinage écolo? Savons-nous comment côtoyer ces animaux sauvages qui se pointent parfois le bout du nez chez nous? Je pense que pour qu'on puisse rendre la nature plus accessible physiquement, mais aussi psychologiquement, il faut défaire les croyances qui entourent justement certaines des espèces avec lesquelles on partage la ville, aussi de démystifier tous ces êtres vivants pour mieux les faire connaître, puis pour faire en sorte que les humains soient plus rapprochés de la nature. Donc, qui sait peut-être aussi de développer des passions au sein de la population par rapport à la biodiversité urbaine. Je m'appelle Marc Sardy. Je suis formé en biologie de la faune et en horticulture. Et ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'environnement, plus précisément pour mieux faire connaître la nature urbaine aux humains, aux Montréalais et aux Montréalaises. Il y a plusieurs initiatives à Montréal qui font en sorte que les humains peuvent se rapprocher un peu plus de la nature. Si on regarde, par exemple, un projet très inspirant de valorisation d'une friche urbaine qui est le Champ des possibles. Donc, on parle ici d'un terrain vacant qui a été décontaminé, valorisé. Et c'est un bon exemple de collaboration avec les citoyens, parce qu'on parle ici d'un espace qui est co-géré par un groupe de citoyens et par l'arrondissement. Donc, c'est une plateforme inouïe pour amener des groupes, des enfants, pour apprendre, pour toucher, pour sentir, pour découvrir la nature urbaine, et puis aussi pour défaire les mythes, démystifier, de faire connaître un peu plus les espèces dont on a un peu plus peur. Donc, le Champ des possibles, c'est un endroit idéal pour le faire. Mais si on regarde aussi d'autres initiatives inspirantes qui font en sorte que la nature urbaine est de plus en plus valorisée à Montréal, si on regarde sur le boulevard Saint-Joseph, on a laissé place à la nature dans les terre-pleins, mais on a semé aussi quelques plantes ornementales, quelques plantes indigènes aussi là-dedans. Donc, ça fait comme un effet un peu plus sauvage. Donc, ce genre d'initiative-là sert à augmenter, bien sûr, la biodiversité urbaine dans la ville, à créer des espèces de corridors biologiques, des corridors verts le long des artères principales, mais c'est aussi pour exposer les citoyens à ce genre d'initiative-là pour les faire mieux connaître, mais aussi pour les faire mieux accepter. Si on se projette dans le futur, je pense que ce qui me réjouirait le plus en matière de biodiversité urbaine à Montréal, ça serait que la ville s'approprie des grands espaces vacants, comme ceux, par exemple, qu'on a dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, des grands terrains vacants qui existent là, qui font pas grand-chose pour l'instant, mais où est-ce qu'on pourrait développer des sentiers, où est-ce qu'on pourrait développer des activités en lien avec la nature urbaine. On pourrait valoriser ces espaces-là pour qu'ils soient plus accueillants pour les citoyens. C'est ça qu'on a besoin dans le futur pour faire en sorte que les humains se rapprochent de la nature. La ville est beaucoup plus riche qu'on le croit. Moi, je suis une amatrice de sport nautique. Et lorsque je me promène autour de l'île de Montréal, on voit des tas de choses. Premièrement, au niveau des poissons, on voit des esturgeons jaunes, on voit beaucoup de dorés. Ils sont pêchés dans le fleuve, vraiment très pêchés d'ailleurs. Puis, évidemment, on voit des couleuvres, souvent les couleuvres rayées qui sont les plus populaires. Puis, après ça, on peut voir des tortues. On peut même voir des tortues serpentines qui sont très grosses, mais étant donné qu'elles vivent encore une fois dans les milieux humides, on peut les retrouver autour de Montréal. On voit aussi des visons. Si vous êtes assez lève-tôt, vous pouvez voir des visons tôt le matin. Des castors autour de l'île. Puis si on se positionne un petit peu plus sur le côté terrestre, évidemment, on va voir ratons, coyotes,
écureuils et tout ça, mais ça fait quand même une abondance. Puis je parle même pas des oiseaux. Alors, c'est extrêmement abondant comme faune à la ville. Je m'appelle Emiko Wong et je suis vétérinaire au Biodôme de Montréal. La cohabitation des animaux avec l'humain, c'est sûr que l'humain, quand il est urbanisé, il est très loin de la campagne. Donc forcément, ça crée une espèce de fracture avec la nature. Et puis après ça, il peut avoir un retour du pendule, c'est-à-dire qu'il va vouloir s'approcher énormément de la nature, justement parce qu'il est très loin de la nature. Et des fois, ça peut créer des espèces de relations un peu moins saines, si on veut. Par exemple, sur le Mont-Royal, à tous les soirs, on peut voir les ratons laveurs quémander de la nourriture aux humains parce qu'ils ont été conditionnés par des humains qui leur ont donné de la nourriture. Et les humains, par intérêt, par attraction, vont les nourrir, vont les flatter, etc. C'est sûr que c'est pas une relation qu'on considère normale. Si on fait 100 km en campagne, on parle de fermiers qui considèrent les ratons comme presque des pestes et qui vont essayer de les chasser. C'est où l'équilibre entre les deux? C'est difficile à savoir vraiment, mais chose certaine, c'est que cette espèce de relation très, très proche peut aussi favoriser la propagation de maladies, etc. Donc, c'est pas nécessairement une relation équilibrée, si on peut dire comme ça. Toutes les espèces qui se retrouvent en milieu naturel subissent les pressions. L'homme prend de plus en plus de place sur la planète, cause la fragmentation des habitats, cause la fragmentation des corridors migratoires, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour les autres espèces qui migrent. On parle entre autres même que ce soit des crabes ou des crapauds, peu importe. Donc tout ça fait en sorte que, oui, l'urbanisation ou l'anthropologie de la planète fait en sorte que toutes les espèces s'en retrouvent affectées. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des solutions. Des fois, c'est des solutions simples, comme par exemple, en dessous des autoroutes, c'est possible de mettre un corridor migratoire et que les animaux ne soient pas obligés de passer sur une autoroute. Mais des fois, les solutions sont plus complexes et il faut vraiment s'y pencher. Ouais. Je ne crois pas qu'on doit empêcher une cohabitation. Il faut juste trouver la meilleure équation pour que ce se fasse de façon saine pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que la biodiversité, la complexité et la richesse, c'est toujours quelque chose de positif. Il y a des études qui démontrent pourquoi la biodiversité est nécessaire et tout ça. Donc, on n'entrera pas dans ce sujet. Mais ça démontre jusqu'à quel point la nature est robuste parce que, veut pas, avec les activités anthropiques, on a amené le béton, on a amené toutes sortes de choses par rapport à la ville pour que nous, on puisse y habiter de façon plus efficiente, si on veut. Par contre, on pourrait s'attendre à ce que les animaux soient pas adaptés à ce type de milieu. Donc, je considère que c'est quand même des bonnes nouvelles qu'une certaine strate de la biodiversité qui est capable de prospérer, de s'épanouir dans un milieu comme ça. Il faut juste trouver la bonne équation pour que tout le monde y trouve son confort. C'est certain qu'à quelque part, il faut d'abord être conscient de la faune qui nous entoure avant de pouvoir porter une action en leur faveur. C'est-à-dire que, bon, étant donné que Montréal, c'est une île, on a beaucoup de milieux humides autour et on a beaucoup d'animaux qui vivent dans ce type de milieu humide, que ce soit des amphibiens, que ce soit des tortues. Et tout ça fait en sorte que si le citoyen est conscientisé de la richesse de la faune qui nous entoure et avec laquelle on cohabite actuellement, parce que j'ai l'impression que le Montréalais typique voit le centre-ville sur Sainte-Catherine puis il se dit, ben il n'y a pas de faune ici. Mais si tout le monde savait jusqu'à quel point on avait une richesse, si jamais il y a un projet en développement, un condo qui se construisait, peut-être que le citoyen dirait, attendez une minute, il va falloir qu'on vérifie c'est quoi l'impact sur la faune, plutôt que de se dire, ben de toute façon, on est une ville, il n'y a plus rien ici. Si on éduque bien l'humain va adopter des comportements qui sont plus normaux
vis-à-vis les animaux. Et ensuite, ils vont pouvoir un peu conditionner les animaux à vivre plus en équilibre avec l'humain. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit à l'humain de nourrir les ratons laveurs, on peut attraper un parasite qui peut être mortel. Aussi, on fait en sorte que l'animal perd de sa robustesse, puis il va se conditionner à être alimenté par l'humain, donc va moins garder ses réflexes de trouver de la nourriture, donc il va être moins robuste en nature tout seul, il va être moins adapté. Tout ça fait en sorte que si on est capable d'expliquer à l'humain que le comportement naturel de l'animal, c'est de trouver ses ressources par lui-même, à ce moment-là, l'action que l'humain va faire, c'est-à-dire de ne pas lui donner la nourriture à la main, ça va faire en sorte que l'animal va être probablement mieux adapté par la suite. Et il ne va pas, par exemple, se retrouver dans une situation où il va être en absence de ressources si l'humain n'est plus là. Par rapport à la cohabitation humaine-nature, c'est sûr qu'on peut aider aussi la faune. Et de ce côté-là, l'humain a beaucoup de gens sur la planète. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se mobiliser ensemble et comme ça collaborer pour préserver une espèce. Probablement que le meilleur exemple, ce serait le monarque. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé de façon citoyenne et évidemment, tout ça chapeauté par des scientifiques. Ensemble, on voit qu'on est capable de s'unir pour préserver certains aspects de la biodiversité. Je m'appelle Marika Deschambault. Je suis coordonnatrice en loisirs scientifiques à Espace pour la vie et je m'occupe du programme Mon Jardin Espace pour la vie. Le programme Mon Jardin, c'est né d'un désir d'accompagner les citoyens dans leur jardinage, mais pas n'importe quelle sorte de jardinage. Dans le fond, on veut favoriser le jardinage qui est écologique puis qui va être bénéfique pour la biodiversité. Fait qu'on indique aux gens comment faire pour jardiner, pour favoriser la vie qui va grouiller dans leur jardin. C'est sûr qu'Espace pour la vie, dans nos valeurs profondes, on veut rapprocher l'humain de la nature. Puis une des façons les plus concrètes de le faire, c'est vraiment de mettre les mains dans la terre. Tu sais, je travaille au Jardin botanique dans un environnement complètement idyllique où on a des équipes de dizaines d'horticulteurs qui font ça au quotidien. Donc, on a toute l'expertise, en fait, ici, en termes de jardinage. Puis on veut rendre ça accessible aux gens. On veut pouvoir leur donner, dans le fond, les bons conseils pour qu'ils puissent reprendre ces choses-là, le refaire à leur manière, mais à la maison, chez eux. C'est vraiment jardiner de manière à créer un habitat qui est intéressant, voire attirant pour les animaux, qu'ils soient papillons, abeilles ou autres. Là. Principalement, on va faire ça en plantant des fleurs, des plantes à fleurs. Si on est astucieux, on va le faire en sorte que nos fleurs ils vont fleurir du printemps à la fin de l'automne. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession de plantes qui vont avoir des floraisons dans notre jardin. Comme ça, on a un menu qui est intéressant durant toute la saison, puis qui va continuer à avoir des visites durant toute la saison. Aussi, pour favoriser la vie qui grouille dans notre jardin, on va s'assurer d'avoir une variété de plantes différentes. Si on met juste 2 sortes de choses, bien, ça fonctionne, mais si on en a 15, là, on est vraiment plus avancé. Puis si on veut aller une étape de plus, on va même favoriser les plantes indigènes, qui sont les plantes déjà favorites par nos insectes et animaux d'ici, au Québec. Donc, pourquoi pas les intégrer dans nos aménagements pour que ça soit encore plus attirant pour eux, dans le fond. De la saison de jardinage. Là, aujourd'hui, je parle des oasis pour les monarques parce qu'on est à la Fiesta Monarque. Mais on a 4 thématiques, nous, qu'on certifie les jardins. On a un jardin nourricier, qui est comme le potager pour la biodiversité. Jardin pour la biodiversité, qui est plus pour les pollinisateurs, les abeilles en général. Bien, et ça, je suis sensibilisée à ça aussi. Nous, on veut... Durant l'année, on a plusieurs occasions où on peut vraiment rencontrer en direct les gens. On fait des kiosques sur le programme où on informe les gens, on donne des listes de plantes. On est vraiment là concrètement pour répondre à leurs questions. Il y a la fête des semences. Il y a le rendez-vous horticole et là, il y a la Fiesta Monarque, qui est un nouvel événement qui est né cette année, où vraiment on fait la fête aux monarques. Le monarque qui, au mois de septembre ou à la fin du mois d'août, est en train de se gorger de nectar là, avant d'aller partir pour le Mexique pour sa grande migration. Arriba Veracruz! Alors lui, il va rester là de 3 à 5 jours environ. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va sortir de là? Un chenille! Une chenille, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on vérifie ensemble? Ah oui! Eh bien oui! Est-ce que vous la voyez tous? Une petite chenille!
cette année, on avait un super aménagement. J'ai les horticulteurs de l'insectarium qui m'ont aidé. On a fait un bac à fleurs avec toutes des plantes qui sont réputées être attirantes pour le monarque ou importantes. Donc, on avait évidemment la sclépiade, la plante haute du monarque. On avait aussi une foule de fleurs nectarifères qui ont été choisies par l'horticultrice. Et on remettait aux gens le top 10 des plantes à monarque qui étaient représentées dans notre kiosque. Donc ça, c'est comme un petit guide pour vous dire comment les stratifier à la maison si vous voulez augmenter le taux de germination. Oui. OK, fait que vous pouvez avoir toute cette information-là. Oh, Puis est-ce que c'est la même chose pour celle-là, j'imagine? Comment on fait dans notre quotidien pour faire les choses en fonction de la durabilité? Les Autochtones disaient souvent il faut prévoir les choses pour les 7 prochaines générations. Mais dans le fond, la permaculture, ça va vraiment dans le même sens que ça. C'est pas juste qu'est-ce que je vais récolter cette année, mais ce que je vais planter cette année, la manière dont je vais le planter, il faut que ce soit le plus efficace possible pour que dans 2-3 ans, j'aie à peine à m'en occuper. Ça pousse tout seul, ça produit, c'est protégé par les autres arbustes ou les autres arbres qui sont autour parce que ça va amener des prédateurs naturels. J'aurai pas besoin de traiter. Je vais nourrir mon sol, comme ça, j'aurai pas besoin de mettre d'engrais. Fait que c'est toujours de penser 3-4 étapes avant, puis de faire bien les choses de manière à pas avoir à recommencer à chaque année. C'est un peu un contraste avec l'agriculture moderne de monoculture où on va défaire les champs, les labourer à chaque année, replanter, remettre des engrais, remettre... Dans le fond, on repart à zéro avec la grosse machinerie à chaque année. Mais l'idée, c'est de faire tout ça sur des petites surfaces avec une haute efficacité en ayant le moins possible d'impact sur la biodiversité existante, puis même en l'améliorant au fur et à mesure qu'on bâtit là-dessus. Dans le fond, la permaculture, c'est un peu comme un cadre éthique qu'on peut après mettre sur à peu près n'importe quel projet. Ça a l'air bizarre à dire, mais on peut même mettre ça sur nos projets de vie. Là. Ça n'a pas besoin d'être de l'agriculture. Parce que les éthiques de base, ils sont facilement compréhensibles et sont accessibles à tout le monde. Ces 3 éthiques-là, c'est respecter la terre, respecter les humains et partager les surplus. C'est très simple, tu sais, ça peut pas être plus simple que ça. L'idée derrière la permaculture, c'est vraiment de prendre son temps parce que la première étape qui est la plus longue, là, qui peut vraiment prendre des années, c'est l'observation. Si j'achète un terrain, là, je regarde comment il est fait mon terrain, je veux voir, il est où l'ensoleillement? À quelle période de l'année? C'est où les endroits où j'ai 8 heures, je vais mettre mes légumes qui sont gourmands en soleil à cet endroit-là? Est-ce que j'ai des endroits où l'eau s'accumule naturellement sur mon terrain, que je pourrais planter des plantes qui ont besoin d'un sol constamment mouillé? J'aurais pas besoin de les arroser. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en travaillant ma terre ou mon terrain pour que l'eau circule différemment sur mon terrain, ou même qu'elle s'accumule pour faire un lac, comme ça je crée un nouvel écosystème qui va amener d'autres insectes, qui va favoriser le reste de la biodiversité. Fait que c'est vraiment comme une construction d'un design qui englobe beaucoup de facteurs. Fait qu'il faut longuement observer. Mais une fois qu'on a longuement observé, qu'on a observé ça, on y va par phase, par petites étapes, pour pas se tanner, parce qu'il faut respecter l'humain, comme on disait tantôt. C'est comme ça qu'on va continuer à bâtir. Puis un peu comme dans la nature, faut pas penser qu'on va y arriver le premier coup. On peut lire 100 livres sur le compagnonnage. Chez toi, ça veut pas dire que si tu mets ces 2 plantes-là côte à côte, ça va marcher. C'est toute une question d'essai-erreur. Puis l'évolution, même avec les animaux, ça fonctionne comme ça là, dans la nature. Fait que pourquoi pas s'en inspirer, s'armer de patience, puis retrouver cette espèce de curiosité-là qu'on a à voir, bien, comment ça interagit, ces plantes-là? Bien, j'en profite, je le plante, je l'observe. Ah, ça marche pas, j'essaie d'autres choses. Donc, c'est de retrouver le plaisir aussi de cette expérimentation-là, qui fait qu'une fois qu'on a un succès, bien là, on l'a travaillé, on est content. Puis à partir de ce moment-là, bien là, il est facile à entretenir, puis on n'a plus vraiment à y penser, là. Mon nom est Francis Cardinal. Je travaille à Espace pour la vie comme préposé à l'animation. Je suis biologiste de formation. J'ai aussi étudié en gestion et développement durable. Et je suis un passionné d'agriculture urbaine. Donc, c'est quoi l'agriculture urbaine? Premièrement, dans beaucoup d'écrits, on parle des agricultures urbaines. Ça va aller des personnes qui ont installé une ruche sur un toit, aux gens qui ont des poules dans leur cour, aux personnes qui vont jardiner des tomates en terre dans leur jardin à l'italienne, en rangée dans la petite Italie, ou simplement aux gens qui vont avoir quelques bacs sur leur balcon, dans le fond. On peut penser aussi à des organismes qui ont des fermes, comme par exemple dans l'ouest de l'île, ou Centropole Roulant qui ont des fermes sur leur toit et qui sont capables même de faire des cuisines collectives avec ce qu'ils récoltent. Donc, il y a vraiment plein de formes d'agriculture urbaine. Je pense que là où
tous ces agriculteurs-là se rassemblent, c'est que c'est souvent des initiatives citoyennes, c'est pour les citoyens, c'est aussi une forme de réappropriation de l'espace public. Donc, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des incroyables comestibles, par exemple. Ça, c'est un mouvement qui est parti et où c'est des bacs, des jardins où c'est accessible pour tout le monde. Est-ce que ça nourrit vraiment une grande partie de la population? Non, mais le message, la symbolique est vraiment immense. Comme c'est un mouvement, je pense que tout le monde peut en faire partie. Que tu jardines avec un petit bac de fines herbes sur ton balcon ou que tu as un petit jardin, tu peux en profiter et tu peux en faire profiter d'autres personnes et tu peux aller rejoindre d'autres personnes. Je pense que l'agriculture urbaine, son plus gros rôle qu'elle joue en ce moment, c'est au niveau du tissu social. Bienvenue dans le jardin On Sème, dans l'arrière de ma cour. Donc on est vraiment dans un contexte urbain. Et le jardin On Sème, c'est, selon moi, un jardin quand même d'agriculture intensive sur petite surface. Il n'y a pas un endroit cultivable qui est laissé inoccupé. Donc, j'ai des petits bacs, j'ai utilisé beaucoup de trucs que j'ai trouvés, en fait. Moi, j'ai pas mis beaucoup d'argent dans mon jardin. J'ai mis beaucoup d'énergie, donc c'est un peu pour compenser, si on veut. Et je me promène beaucoup, par exemple, au printemps. Quand c'est le 1er juillet, des choses comme ça, quand les gens commencent à faire des rénovations. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la rue. Des planches de bois, des 2x4, des pots, des chaudières, des meubles de jardin, des choses comme ça. Et je m'en sers, dans le fond, pour meubler mon jardin. Ce qui donne un look un petit peu bric-à-brac, mais que moi, j'aime bien. Le jardin en avant, j'allais l'appeler le jardin des compromis. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent, des fois, il y a des déchets qui se ramassent là. C'est un petit peu plus dur à travailler la terre, donc il y a quand même quelques endroits où il y a des mauvaises herbes. Puis, au lieu de se battre contre ça, on a décidé de laisser, par exemple, beaucoup de mauvaises herbes pousser à certains endroits. Donc ça permet d'avoir une petite friche, sûrement de laisser certains insectes en profiter. Ça attire les pollinisateurs. On voit des haricots. On a eu une belle récolte d'haricots, c'est pas fini, pas du tout. Et là où étaient les haricots, on avait planté de l'ail à l'automne dernier. Donc quand je vous dis que c'est intensif, dans le fond, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui est prêt à récolter, on l'enlève et on va amender le sol, puis on va planter autre chose. Alors je vous présente Jean-Guy. Jean-Guy, c'est notre compost. Ça veut dire bonjour. Alors ça, c'est le meilleur ami des jardiniers lorsque vous avez de l'espace. C'est d'avoir, dans le fond, une compostière pour recycler, dans le fond, tous vos déchets de maison organiques. Tout ce qui est végétal, dans le fond, on essaie de le recycler dans notre compost. J'amène des petits copeaux de bois du chalet pour bien équilibrer ça. À l'automne, je garde les feuilles mortes, les troncs de vigne qui cassent. On essaie de recycler ça, le papier brun, les sacs de papier. Donc on met ça dans la compostière. Puis à l'automne, on va étendre une grosse couche sur le jardin après avoir enlevé toutes les plantes de tomates et ainsi de suite pour amender notre sol pour le printemps. Un petit peu d'eau. On dit que les plantes, ça a besoin d'amour, là. Donc à ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture urbaine, dans le mouvement, soyez patients. Hein? Découragez-vous pas si vos tomates se font voler par des écureuils, par exemple. Essayez de penser à tout ce qui peut vous arriver d'intéressant, dans le fond, quand vous faites pousser des trucs. Essayez des nouvelles choses, fouillez sur Internet. Forcez-vous, dans le fond, à pas perdre rien de votre jardin. Ça va vous amener à découvrir des nouvelles recettes. Ça va vous amener à découvrir des nouvelles techniques aussi. Parlez-en avec vos amis, avec vos collègues, parlez-en avec vos voisins. C'est vraiment ça, dans le fond, le gros plus du jardinage, c'est dans le fond connecter avec les autres. Si vous n'avez pas accès à un jardin, bien, vous habitez dans un appartement, puis il y a un terrain inutilisé en bas, c'est d'aller parler aux proprios, c'est d'aller parler aux locataires qui sont en bas. Si vous voyez des espaces verts qui sont pas colonisés, en fait, encore, bien, osez planter quelque chose dedans. Le nommer aussi, mettez des objets, du mobilier, mettez un banc, mettez une œuvre d'art, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça l'appropriation des lieux publics. Dans le fond, en leur donnant un nom, ça devient un lieu. Et puis, ça devient un lieu fréquentable, ça devient un endroit que les gens vont détourner le regard pour le regarder. Puis c'est un peu comme ça qu'on propage, dans le fond, le mouvement, puis qu'on en fait partie. Vous avez aimé cet échange?
N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre humain-nature. Conception sonore, Magnéto. Une production d'Espace pour la vie.